Eh bien, le bonjour, chers amis spectatrices ou spectateurs, et bienvenue dans Les Films et moi. Coucou les loulous, c'est Jean-Gérard. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Noël. Et quoi de mieux qu'une ambiance sombre pour fêter cette période? Je crois que tu t'es gouré d'ambiance, là. Hein? Ah ouais, c'est pas faux, ouais. De toute façon, je crevais de chaud là-dessous. Enfin bref, quoi qu'il arrive, pour fêter cette période des fêtes de Noël, donc qui dit joyeuseté et tout, qui dit gaieté, enfants qui rient et tout, je me suis dit que quoi de mieux que de parler d'un film d'horreur. Ok, j'en suis sûr, t'as définitivement pas compris le principe de Noël, en fait. Cache ton scepticisme, mon cher Jean-Gérard, parce que ce n'est pas n'importe quel film d'horreur. Ah. Effectivement, sur internet, il est réprimandé, et c'est une œuvre sabordée, à tel point qu'on pourrait le vilipender. Allez, assez bavardé. Et pourtant, il suffit de le regarder. Donc, si vous n'êtes pas encore dissuadé, croyez bien que vous n'allez pas musarder. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de The Park 3D. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Si. Moi, je ne vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Donc The Park 3D ou Show Lo Kyeng est un film hongkongais sorti en octobre 2003 réalisé par Andrew Lo ou Andrew Lo Wei Kung ou Wei Kung Lo ou Lo Wei Kung. Je crois que cet homme aime bien le pseudonyme. Donc Andrew Lo qui a débuté sa carrière en tant que directeur de la photographie sur le film Where is Officer Tsuba de Philippe Chuan en 1986 avec Sammo Hung en tête d'affiche. L'acteur, scénariste, réalisateur, chorégraphe est une immense star hongkongaise qui a aidé l'industrie nationale à lancer nombre de cinéastes ou de techniciens sur de nombreux films et dont nombre de ses œuvres loufoques et absurdes sont complètement barrées qui ont marqué d'autres cinéastes dont un certain Quentin Tarantino pour ses Kill Bill. Et souvenez-vous de Sammo Hung pour la suite, puisque Andrew Lo démarre sa carrière de cinéaste avec le film Pendeg ou Haggett Soul en 1990, un film mettant en scène un triangle amoureux sous fond de mafia locale que je n'ai malheureusement pas réussi à voir. Mais la carrière d'Andrew Lo est assez riche, puisqu'il sort plusieurs films par an, étant des fois un auteur ou un simple faiseur. Mais il va se faire remarquer internationalement avec Infernal Affairs, la trilogie des années 2002 et 2003 qu'il co-réalise avec Alan Mack. Cela raconte l'histoire d'un flic infiltré et d'un flic ripou qui ne se connaissent pas du tout, travaillant pour le même patron de la pègre. Un excellent film que je vous recommande, très bien monté, où on a toute une séquence d'opérations de police et d'infiltration de plus de 10 minutes sous tension et jamais barbant. Rien que pour cette scène, ça mérite votre attention. Et l'écriture du film est très bien fichue, avec tout un jeu de miroir, la question de l'identité et du rapport à nos actes dans un monde qui existe toujours plus de nous, quitte à sacrifier l'humain et sa psychologie. Bon, il y a quand même quelques facilités ou manque d'approfondissement dans le scénario sur certains rapports entre les personnages, mais retenez que Infernal Affairs, ça défonce. Et le film défonce tellement qu'il va marquer les esprits au point d'avoir droit à un remake américain réalisé par, excusez du peu, Martin Scorsese, bordel de merde. Donc avec une telle aura, on est en droit de s'attendre à un bon réalisateur en train de réaliser un bon film. Sauf que l'art, ce n'est pas comme les mathématiques. Plus soit plus, des fois, ça peut donner moins. Et je vais vous prouver cette équation avec ce film. The Park 3D commence par vous montrer le parc d'attractions du film, le Fantasy Park, où c'est la bonne ambiance, il y a des clowns partout, il y a une gamine qui fait tomber sa poupée, il y a une autre petite fille qui la ramasse, et on retourne à la petite fille à la poupée, et elle monte dans la grande roue. Bref, tout le monde s'éclate. Littéralement. On peut dire que c'était pas une blague qui tombe à plat. Bon, moi perso, j'aurais pas eu confiance avec ces grandes roues qui avaient déjà l'air pétées et rouillées alors que le parc est censé être neuf, mais bon bref. Quand ça arrive, ça traumatise tout le monde, avec des gamins qui savent pas jouer la peur, puis il y a un groupe qui était en plein concert alors qu'on les entend jamais de toute la scène, puis ça affecte surtout ce clown qui a l'air d'avoir vraiment les boules.
Bon, c'est un peu exagéré, mais ça montre une empathie que l'on peut avoir pour ce personnage. Ah bah non, pardon, c'est juste un gros psychopathe. Il se la joue Pennywise de ça et laisse envoler les ballons. Fondu en noir, et c'est la fin de cette introduction. Bref, avec ça on voit déjà apparaître moult problèmes, comme par exemple la réal qui fait n'importe quoi, la cohérence qui a foutu le camp, le casting qui fait pas du tout son... Alors, 2 injonctions. What the fuck? Et puis du coup la deuxième. Ah oui c'est vrai, merde, ce film est en 3D. Ah, parce que ce film a eu la bonne idée de mettre quelques scènes en 3D. Et il a été pensé pour être diffusé comme ça, attention! Mais quand on voit la tronche de l'intro, je pense très sincèrement que la 3D semble avoir été ajoutée après le tournage. Parce que la réal n'est pas raccord avec le principe de profondeur dans le cadre pour créer des plans grandioses. Et c'est un peu la même sensation que j'ai pour le film Spy Kids 3D de Robert Rodriguez. Et c'était de la grosse merde! Parce que c'était tout plat, que ça niquait les yeux, que ça faisait mal à la tête. Il y avait des passages dans la vie réelle classique, et puis il y avait les passages en 3D où là il fallait mettre les lunettes durant les scènes où les personnages se trouvaient dans le monde du jeu vidéo. Donc même s'il y avait une cohérence, si déjà une grosse production américaine s'était plantée à l'époque, alors imaginez le rendu sur un film où les scènes en 3D ont été choisies au pif! Mais bon, ils sont sympas, ils fournissent 2 lunettes dans le boîtier du DVD. Au cas où, si vous avez un ami assez con pour voir ce film. Mais bon, bref, retournons à notre programme. 14 ans plus tard, un jeune homme est dans une bibliothèque en train de lire quoi. Quand soudain... Putain, mais c'est quoi ce film? En moins de 8 minutes, tout suicide, même les livres! Bref, le livre est ouvert sur un article relatant la mort de la jeune fille, et on comprend que le garçon en question était celui qui a assisté à cet événement avec sa sœur depuis la grande roue, puis que le parc a dû fermer à la suite de ça, et puis... Genre putain mais... Film, est-ce que tu peux te calmer 2 minutes ou pas là? Bref, le montage n'a pas de sens puisqu'il fait repartir le plan à l'envers, puisque le réal a visiblement oublié de tourner un plan de transition, et le jeune se rend dans le parc d'attractions. Il le visite, il y a même un gentil fantôme qui ouvre et qui pense à bien fermer la porte pour éviter les courants d'air, il y a des clowns pendus... Ah bah Narmo là, le mec qui retourne dans un parc désert, seul hein, il pense même à emporter son petit appareil photo, par contre il pense pas du tout l'utiliser. Quel prix Nobel! Bref, il est téléporté dans un cimetière, et la terre le mange goulûment en bon évité du pauvre qu'il est, et fondu au noir. Personne tombe de son siège d'étonnement. Dans le cinéma, un quart d'heure après le début du film, il y a 8 morts. Mais non, lol, on retourne au même endroit où des gamins font la chenille, et une fille Yen apparaît et tombe sur la tombe de son frère, et soudain apparaît une vision cauchemardesque. Oh putain, c'est aigu, c'est désagréable! Bref, ça la réveille, le plan dure, et ça fait du bien, puis elle veut se lever, ah bah non, c'est à nouveau une vision des enfers qui la tétanise, et visiblement, Andolo a beaucoup aimé The Grudge, puis soudain... Alors, outre le ridicule de la situation et du montage pitoyable du film, j'ai 4 milliards de questions. La première... Pourquoi le livre est tombé dans la bibliothèque? Pourquoi le jeune se rend dans le parc seul? Comment il a été téléporté? Pourquoi la terre le mange? Pourquoi ça sort une vision précise de son lieu de mort? Qui sont ses enfants automatiques? Pourquoi elle a fait un cauchemar dans le cauchemar? Et puis surtout... Pourquoi ce film existe? Bref, elle finit enfin par se réveiller et elle a à nouveau des visions, mais putain de merde, faut t'arranger meuf. Ah non, en fait non, c'est un souvenir d'elle et de son frère qui se chamaillaient dans la cuisine parce que le frangin ne voulait pas lui donner le lait. Et bah pour rendre hommage à son frère, cette fille a des souvenirs chelous, elle devrait consulter. Enfin à mon avis ça s'explique quand tu vois sa mère en train d'exorciser une jeune femme en lui aspergeant de la flotte avec des feuilles. Ouais, donc maintenant que j'ai vu sa famille, je comprends pourquoi le mec il s'est tiré tout seul dans le parc, ouais, maintenant je comprends, ouais. Oh, vous êtes obligé de la prendre en photo? Oui, et c'est indispensable. Cet appareil me sert à capturer les fantômes, et si je ne capture pas l'esprit qui la possède, elle ne guérira pas. Je veux rester avec elle, madame. Non, cet appareil ne prend que les fantômes. Si une personne étrangère n'est pas elle-même possédée et qu'elle apparaît sur la photo, elle perdra son âme et mourra. Oh, attends, je comprends rien, attends, mais genre son modèle, son appareil photo, il est spécifique, c'est un truc spécial, enfin je comprends pas, genre tu peux acheter ce modèle-là dans le marché des exorcistes qui se trouve dans Patane à côté, enfin et genre quand tu l'achètes, ils te fournissent le mode d'emploi qui va avec et c'est marqué en gros dessus, attention, risque de décès, ceci n'est pas utilisé pendant vos vacances touristiques. Bref, on comprend que Yen, la sœur d'Alan, ne croit pas aux histoires d'exorcisme et d'esprit que pratique sa mère, et lui reproche de ne pas pleurer la mort de son frère. Chose qu'elle fait, mais que quand elle est partie. Donc c'est vachement couilleux comme truc.
Puis Yen part au parc avec ses amis retrouver son frère, persuadé qu'il est encore en vie. Elle sera accompagnée du geek cinéphile, d'un reporter, d'un couple dévergondé avec la pétasse et le Mister Gros Muscle son cerveau, et de... eux deux. Que je vais officiellement appeler John et Jendo. Et donc cette belle bande de bras cassés stéréotypés sans personnalité font une petite photo groupe, ils parcourent le parc, il y a un petit truc qui fait peur aux geeks et les personnages se font mutuellement peur. Mon dieu, comme c'est original. Allez, une case de rempli. Mais c'est pas le tout, puisqu'apparaît un vieux monsieur qui les oblige à partir en les prévenant qu'il y a des fantômes et qu'ils risquent de mourir. Ils partent sans manger et parce qu'ils sont jeunes, ils se rendent forcément dans un parc de skate pour parler d'un marche à suivre et comme ce sont de gros abrutis, ils parlent de ça au mieux des rampes de skate pour bien faire chier les skateurs. Et personne, je dis bien, personne ne va se demander pourquoi un gars comme ça traîne dans le parc, c'est naturel, et puis il ne va se demander s'il aurait pas vu potentiellement un gars traîner dans le parc il y a quelques jours, et s'il ne serait pas potentiellement responsable de sa disparition. Je me rappelle d'un truc qu'on m'a raconté quand j'étais petit. Et ça racontait quoi? Eh ben que ce parc d'attractions a été construit sur un ancien cimetière. Le propriétaire avait insisté pour qu'on détruise les pierres tombales et qu'on déterre les ossements pour pouvoir y construire son parc. Bref, ils décident d'y retourner de nuit pour pas se faire remarquer, ils se séparent et doivent utiliser leur portable en cas de problème, et ils allument l'électricité du parc. Je répète, ils y vont de nuit pour pas se faire repérer et ils allument l'électricité. Ah bah je vous l'ai dit hein, des prix Nobel. Bon, ils font quelques recherches, ils déconnent, ils préparent la situation en sérieux, Yen trouve le chapelet de son frère, puis le reporter tombe sur les clowns pendus. La réal en profite pour plagier Evil Dead et le projet Blair Witch dans la même scène. Puis le reporter s'enfuit. On retourne au vieux qui prépare à manger et le dépose dehors en disant « Fils, ton dîner est prêt » et puis... C'est vraiment son gosse? Ça l'est pas? C'est un fantôme? Il est vivant? Il est mort? Enfin, oh puis merde. Donc le reporter est officiellement disparu, ce qui n'inquiète visiblement personne. Normalement, il devrait s'installer une espèce de méfiance dans le groupe qui reste quand même. Penses-tu? Donc Yen fait part de sa découverte et ça fait réagir les personnages. T'es sûr que c'est le sien? Il en existe des milliers. Mais puisqu'elle te dit que c'est bien son chapelet, on voit bien qu'il est là depuis pas longtemps. Et puis qui d'autre connaît mieux son frère qu'elle? C'est pas du tout un argument, ça. Écoute, j'ai un plan. On n'a qu'à se séparer en deux groupes. Les premiers qui le trouvent reviendront ici. Et ils attendront le retour des autres. Ainsi, le premier groupe découvre le caméscope du reporter pendant que le geek était parti pisser sans aucune raison et que ça sert à rien en plus, et ils commencent tous à paniquer et ils poursuivent les recherches et ils trouvent une attraction fermée qui est la maison hantée et évidemment ils se disent « Oh trop cool, on y rentre !» Et je déconne même pas en plus, ils recherchent leurs potes disparus, ils viennent tous de flipper leur race, mais ils veulent rentrer dans une attraction qui était fermée. Va falloir m'expliquer votre logique à un moment donné. Bref, ils y rentrent et le visitent, et les esprits sont visiblement très cons eux aussi, puisqu'ils essayent de faire peur derrière le dos des personnages. Donc même si je comprends l'idée du spectateur qui en sait plus que le personnage pour créer de la tension, ça reste complètement débile puisque personne ne les voit. Bref, le deuxième groupe ne recherche pas du tout les disparus, mais Mister Sans Cerveau se trouve dans le carrousel en train de fumer, et se retrouve coincé du manège enchanté. Bref, Mister Gros Muscle Sans Cerveau s'enfuit, laissant la pétasse et Jondo tout seul. Et on retourne au premier groupe qui continue ses recherches dans la maison hantée. Le geek cinéphile ouvre un tombeau et tombe sur un cadavre en vie. Des fantômes? Arrête de délirer! En vrai, c'est l'une des seules incohérences de personnage qui est justifiée dans le scénario et que ça montre sa personnalité. Parce qu'en gardant ça pour lui, il ne veut pas faire peur aux autres. Et en rejetant ironiquement le concept de fantôme, c'est marrant parce que c'était le premier sceptique à la base. Là, c'est intéressant parce que là, t'as pas besoin de dialogue explicatif pompeux et qui dure pour nous faire comprendre tout ça. Et en plus, bah, il y a une bonne blague, certes cliché, mais qui fait sourire. Wow, tu veux dire que il y aurait enfin un bon point pour ce film? Un demi-point. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Bref, il trouve une autre pièce et Yen a des visions de son frère pendant que Jendo a du sang qui coule sur elle. Et le corps du reporter tombe et le groupe se sépare en 3 groupes de 1. Le geek cinéphile revient dans la pièce des monstres de cinéma et se fait attaquer par l'abominable exorciste chinois. Qui a la meilleure technique d'approche pour s'en prendre à ses victimes.
Après, j'ai pas dit que c'était la plus efficace. Bref, le geek arrive à s'enfuir, Yen court dans un couloir et voit grâce à la caméra des fantômes devant elle. Ce qui me fait vraiment demander comment fonctionnent les appareils photo et les caméras dans ce monde pour qu'ils voient ce genre de choses. Et puis Yen assiste au retour d'un fantôme en pleine boîte de nuit. Ah putain les mecs, je m'éclate mais je suis complètement torché. Bref, c'est la panique, le geek et Yen se retrouvent tandis que Jendo devient officiellement disparu. Et Mr. Gros muscle son cerveau, manque de peu de se noyer comme un con et finit par se faire étrangler comme un con à cause d'un câble de fête foraine posé judicieusement et lui coupe sa tête. Donc à ce moment-là, je vous rappelle les chiffres, hein, il reste 4 blaireaux, hein, on est bien d'accord. Hein. Bref, John Doe et la pétasse se mettent tranquillement dans un coin et avouent leurs sentiments l'un pour l'autre. Et là, John Doe va tomber sur la plus grande blessure de l'univers, pire que les fantômes ou la mort. Tu es bien la seule personne qui me donne l'impression de m'aimer uniquement pour ce que je suis. Je n'ai pas envie de perdre ton amitié, tu me comprends? La friendzone. T'inquiète frère, je sais ce que ça fait. Mais d'un seul coup, la pétasse plante John Doe car elle est possédée et il s'enfuit. Et pendant ce temps-là, le geek et Yen discutent normalement. Vous vous souvenez de mes interrogations sur la capacité des appareils photo et des caméscopes qui capturent ou non des fantômes? Oui. Eh ben sachez que le film a une réponse. Alors comme ça, t'arrives à voir les fantômes avec ton caméscope? Tu sais, ma mère m'a raconté une fois que certaines caméras et des appareils photo peuvent capter la présence des fantômes. Donc s'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne parce que ça fonctionne. Quoi? Bref, Yen voit avec son caméscope la jeune fille du début qui s'est tuée de la grande roue, mais il décide de partir en courant, ce qui semble beaucoup la contrarier, la pauvre. Puis nous retrouvons le vieux monsieur, où on comprend que son fils est bel et bien mort, ce qui veut dire aussi que les fantômes semblent donc avoir toujours de l'appétit, même mort. Et d'un seul coup d'un seul... Va les tuer. Ok. Moi perso, quand j'ai une envie soudaine, c'est plus pour un kebab ou un McDo, mais visiblement pour lui c'est tuer des gens. Je juge pas, après tout, chacun ses hobbies. Bref, Yen et le geek désespèrent. Le vieux monsieur les appelle en visio avec le portable, ce qui me semble pas du tout possible avec la technologie de l'époque, mais enfin bref, il s'enfuit et un feu follet pourchasse le geek et lui balance un Hadouken dans la tronche, ce qui le fait brûler vif, tandis que la jeune fille demande à Yen de la suivre. Pendant ce temps, dans un autre film, la mère de Yen sent que quelque chose ne va pas et décide de partir. Pendant ce temps, dans notre film, John Doe se retrouve face à la pétasse qui se taille les veines et meurt dans les bras de John Doe. Et l'acteur nous sert une prestation de pleurs qui a certainement dû inspirer, je cite, Chatwin dans Dragon Ball Evolution. Et puis il crie sa colère face à la mort de sa bien-aimée. En fait, non. C'était un piège. Elle avait fait exprès de dire qu'elle était morte pour pouvoir l'étrangler à mort. Ensuite, Yen arrive au cimetière et trouve le cadavre de son frère, mais préfère partir face à la cohorte de fantômes, tandis que sa maman est arrivée au parc et se joue Ghostbusters en faisant le ménage des fantômes. Yen est perdu et tombe dans ses eaux le corps de Jendo. Soudain, le vieux monsieur possédé arrive pour planter Yen, quand soudain, la mère de Yen lui défonce sa race aux arts martiaux. Attends quoi? Bref, ça se barre en couille complet, ça balance du sang, des incantations, le vieux meurt, il y a des haches qui volent et la mère s'en prend un coup dans le dos, enfin bref, ça se fait posséder par un esprit de clown dont on ignore tout et sa motivation c'est le meurtre, et Yen se voit contraint d'utiliser l'appareil photo, le tout dans une scène OFX moche mais incrustée et au ralenti dégueulasse, puis la mère finit par mourir, sauf qu'on s'en branle puisque leur relation n'était pas bien installée, et tous les esprits du parc viennent rejoindre Yen dans une séquence qui se veut larmoyante avec du YouTube, ça de piano et P3, parce que bien sûr, les esprits étaient tous gentils, et je comprends pas qui sont tous ces clampins, même le vieux a le droit à sa rédemption et dégage plus d'émotion en ne disant rien avec son sourire et son passif de désespéré qui a perdu son fils, que le frère de Yen avec des putains de dialogues, et puis vient le moment tant attendu avec Yen qui s'excuse auprès de Jendo de l'avoir entraîné dans cette histoire, et Jendo est en mode « Oh c'est pas grave, de toute façon j'avais pas de projet dans la vie donc tant pis lol ». Bref, tous ses amis y passent et semblent tous bien le prendre, putain de merde, quand soudain... Sean, est-ce que ça va? Le talisman dans la voiture m'a sauvé la vie. Alors, même moi qui ai bien vu le film, s'il parle de ce talisman-là, je sais pas comment il a pu s'en sortir. Une idée, Jean Gérard? Par facilité scénaristique? Bonne réponse. Bref, ils sont du parc et Yen revient chez elle pour brûler les photos et laisser ses amis et esprits partir. Mais quelque chose est étrange chez elle, puisqu'elle sent la présence de son frère et de sa mère dans la maison. Mais tout va bien finalement. Puis elle regarde la photo du groupe, prise par chance par un appareil photo non surnaturel, puisque sinon ils seraient tous morts, et Yen appelle John Doe devenu mécano, mais la voiture descend comme par magie et l'écrase alors qu'il y avait largement de la place en dessous. Yen est inquiète et un rire démoniaque se fait entendre, et la photo prend vie car l'esprit du fantôme y était enfermé. Donc c'est bien un appareil photo surnaturel, putain. Et le film se termine sur la meilleure punchline de Yen.
Ça nous avait manqué ce cri désagréable. Eh ben punaise! Quel film nul! Effectivement, mon cher Jean Gérard, c'était pas terrible. Bon, je vais pas y revenir sur le jeu assez hasardeux du casting, hein, aussi irritant que supportable même en VO, mais faut dire aussi qu'ils ne sont pas aidés par l'écriture des personnages assez clichés, stéréotypés et mal fichus, puis le scénario et la réalisation qui laissent pas respirer les personnages parce qu'ils font constamment de l'exposition, ne laissant pas transparaître d'autres caractères, en plus de nous apparaître comme de gros débiles, et lorsqu'on nous essaye de nous présenter des enjeux personnels pour eux, ça passe au travers d'un dialogue placé au pif qui ne raconte rien sur leur psychologie, et il n'y a donc aucun développement. À cause de ça, il n'y a aucune alchimie entre les personnages, et ils passent leur temps à s'envoyer des pics merdiques. Tu pourras arrêter tes bruits de bouche, c'est très moche. C'est toi qui es super moche. Est-ce que je te demande de te couvrir le visage à chaque fois que je te vois? De quoi? Bref, même pour le personnage de Yen, on n'en a rien à foutre de son objectif parce qu'on ne nous donne pas de bonnes raisons de la suivre et de s'inquiéter pour elle. Et son développement d'acceptation du deuil est pas assez exploité parce que ça passe trop rapidement. Et en plus, le fait que quasi tous ses potes et sa mère meurent parce qu'ils ont voulu l'aider, ça rend la situation plus comique que tragique. Puis cette réalisation qui essaie désespérément de nous faire peur en ajoutant des enfants sans visage, des fantômes au maquillage tordu, des pendus et surtout en rajoutant des putains de ralentis intempestifs partout durant le film parce qu'il a l'air de penser que ça rajoute de la tension. Mais surtout, le film est comme un chihuahua sous cocaïne. Le montage est bordélique, enchaînant des bruitages incessants, des transitions lourdes et appuyées, et la musique est toujours omniprésente et invasive, et pas marquante pour un Johan. Déjà que l'on retrouve certains gimmicks de sa réalisation dans Infernal Affairs avec ses ralentis et ses fondus au noir, mais ça avait plus de sens narrativement, puisque ça appuyait certaines scènes et ça faisait respirer le tout, donnant du rythme. Ce qui est étrange puisque les monteurs du film, Danny et Kurang Pang, ont aussi monté Infernal Affairs, pourtant très bien monté, expliquant aussi certains gimmicks mais poussés à outrance dans ce film. Mais comme je l'ai dit, les arts c'est pas comme les maths. Même les bons artistes peuvent se fourvoyer, et ce film est un très bon exemple. Et je ne vais pas reparler de ce scénario qui a plus de trous que deux entreprises de gruyère réunies, mais toutes les questions qu'on se pose sur la cohérence du film... Oh putain! Quels sont les pouvoirs des fantômes? Pourquoi ils peuvent téléporter des gens d'un seul coup et pas à un autre moment? Pourquoi il y a des faux follets? Est-ce que le parc a été maudit à cause d'un esprit? D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi alors si tout est la cause d'un esprit, on nous parle du parc construit sur un ancien cimetière, sachant qu'il n'a pas été détruit? Pourquoi la photo du groupe est-elle possédée, sachant que la mère de Yen a prévu que si une personne non possédée était photographiée, elle mourrait? Ça veut donc dire que tous les persos sont morts depuis le début sans savoir? Trop de questions! Bref, je demande pas à ce qu'il nous explique tout, parce que ça c'est la pire chose à faire. Mais alors là, ne fais pas l'extrême inverse, parce que si tu fais tout et n'importe quoi avec ton scénario, ton univers et ses possibilités, parce que ça arrange ton histoire d'aller dans telle ou telle direction, bah désolé, bah on décroche parce que c'est chiant à suivre. Et puis surtout, si ton scénario est de bas niveau, bah ça n'aide pas. C'est pour ça que j'ai dit, moi je vais plus voir les films d'horreur. Au cinéma, on nous prend trop pour des cons. Mais en vrai, le film est plus intéressant qu'il n'en a l'air. Attends quoi, t'es pas sérieux? Si, et vous vous souvenez de ma question? Laquelle? Celle-là. Pourquoi ce film existe? Eh ben, je sais pourquoi ce film existe. C'est pour une raison bien précise. J'ai eu beau me moquer de l'attaque de l'exorciste chinois durant ma critique, mais il faut savoir qu'il est tiré du film éponyme en français ou Gyodagi en cantonais, réalisé par Sammo Hung. Et vous voyez, on y revient, je vous l'avais bien dit. L'exorciste chinois est un film mêlant la comédie absurde et l'horreur, où le démon du film n'apparaît que dans 2 scènes, mais excellentes, et il se déplace de cette façon, apportant une étrangeté inquiétante au monstre. Et même globalement, le ton décalé du film est clairement assumé, avec une histoire où les esprits existent, mais ne servent pas le récit, mais qui est plus une histoire d'initiation de Chung le Brave, homme minable et sans avenir, se laissant marcher sur les pieds, qui va prendre de l'assurance dans cette histoire loufoque, où le climax du film n'a aucun sens avec un poulet qui explose. Où elle est la poulette? Et ça, c'est pas le truc le plus délirant du film. Croyez-moi. En fait, je crois que la volonté d'Androlo n'était pas tant de pondre un film d'horreur original, mais plutôt qu'il voulait rendre hommage à tout un genre qui semble apprécier énormément, le cinéma d'horreur. Car ça se sent qu'il l'aime, puisqu'il y a une scène où le geek tombe sur des statues de croque-mitaine connus comme Freddy Krueger. Et donc, cet hommage au film américain, il l'a poussé à l'extrême, quitte à en prendre les pires clichés. Et ensuite, cet hommage au film de Sammo Hung en amenant des éléments qui ne serviront plus à l'avenir et des scènes comiques là où ça semble bizarre. Ce qui fait que le film a le cul entre deux chaises, ce qui doit expliquer ce chaos narratif et visuel, parce qu'il est pris entre le premier degré des films d'horreur américains et le second degré des films hongkongais décomplexés à la Sammo Hung. Et ça doit certainement expliquer aussi certaines pistes du scénario, comme le fait que le parc a été construit sur un ancien cimetière, un cliché des films d'horreur américains usé jusqu'à la moelle et qui en est moqué aujourd'hui. Et après,
est-ce que ça justifie les défauts du film? Non. Cela ne les amoindrit pas non plus, mais disons que si on prend le film sous cet angle-là, ça peut aider au visionnage et à comprendre la volonté expérimentale d'Andrew Lowe. Expérimentale déjà dans sa volonté d'hommage, mais aussi de réalisation. Parce que même si c'est raté parce que les plans et le montage n'ont pas été bien pensés en termes de profondeur, de temps et d'espace, on ne peut pas critiquer une volonté de réal pour les scènes qui se veulent en 3D, même si ce procédé est complètement bien en cours de route, hein. Et même certaines séquences où la caméra est complètement libre et se laisse complètement porter par l'action. Il y a un lâcher-prise quand le film essaye de se réveiller avec tous ces mouvements de caméra et des faits complètement barrés. C'est dommage que le reste soit aussi insipide ou trop classique, parce qu'avec plus de réflexion, il y aurait eu moyen d'avoir un vrai film d'horreur réussi, rendant hommage au code du cinéma de film de genre qui aurait pu être même touchant. Pas original dans son fond, mais dont la forme aurait pu avoir un intérêt cinématographique. Mais résultat... On a un film qui se contente de faire comme tout le monde, qui ne fait pas trop dans le gore, qui reste bien sage, et dont on sait pas sur quel ton prendre. Ce parc 3D ne sait pas quel registre employer. Ça reste un sympathique nanar intéressant, puisque son scénario est complètement troué d'incohérences, le casting est complètement hasardeux, tellement que ça peut devenir génial, et puis aussi parce que ça pousse à la découverte pour comprendre ses influences. Mais ça reste un hommage raté. Sur la jaquette du film, il est marqué « Vous ne ferez pas second tour ». C'est très juste. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Bref, c'était un nouvel épisode des Films et moi. En espérant que ça vous ait plu, je vous dis à plus et à la prochaine. Oh, c'est quoi ce bruit là? Ouais, moi aussi j'ai entendu ce bruit. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus, mais c'était bizarre. Enfin, c'est... Ah, j'ai bien fermé la porte à clé pourtant, enfin... Putain, j'en suis plus sûr maintenant. Putain! Mais c'est quoi ça? T'inquiète pas, t'inquiète pas, je vais prendre une arme. T'inquiète pas, on va voir ça. Y'a quelqu'un? Mais s'il y avait quelqu'un, il te le dirait pas. Ah, oui, c'est vrai, oui. Bon, on y va? Ouais, on y va, ouais. Je préviens, je suis armé! Ah bah c'est sûr que je vais me sentir rassuré avec ça, oui, merci. Oui, mais commence pas Jean-Gérard, parce que sinon... Oh, mais calmez-vous! Mais ça va pas bien la tête, hein? Je cherchais à manger et puis je suis tombé sur ça et je m'amuse avec. D'ailleurs, je vais m'asseoir dessus, c'est trop rigolo. Décidément, ce chat nous aura tout fait. Tu l'as dit, ouais. Bon, c'est pas pour dire, mais moi j'ai toujours la dalle. Tu me donnes mes bons becs ou c'est pas un cadeau que je vais te donner? Toujours si affectueux ce chat. Je t'aime. Et moi je t'emmerde. C'est ça. Et joyeux Noël, bande d'enfoirés.